Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Microbiologiste, ancien responsable du laboratoire de l'Institut de pédiatrie de Marseille et co-créateur de la société varoise qui a mis au point le premier vaccin au monde contre la leishmaniose canine, le docteur Claude Escarguel est également un ancien collaborateur de Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Dès le début de la crise du Covid, cet éminent biologiste installé à Sifour a travaillé sur les traitements capables d'en réduire l'action et les effets. Dans cet entretien, le docteur Escarguel fait le point sur les recherches en cours et les stratégies mises en place depuis 2 ans pour lutter contre la propagation du virus. Claude Escarguel, comment avez-vous été amené à travailler sur le Covid ? Alors, j'ai été amené à travailler sur le Covid parce que dès que les premiers symptômes ont été décrits, on a parlé d'un orage cytokinique. Et à cette occasion, nous connaissions des germes capables de donner des orages cytokiniques. Et on avait beaucoup travaillé les mycoplasmes, les germes intracellulaires, notamment avec le professeur Montagnier qui était prix Nobel de médecine en 86, 88, puis 92. On avait travaillé sur les cofacteurs du sida. Monsieur Montagnier avait émis l'hypothèse que dans le sida, des petits germes intracellulaires pouvaient amplifier la réplication du virus. Ce que nous avons prouvé in vitro, on a déposé un brevet là-dessus, puis ce que nous avons travaillé in vivo, donc en Afrique, sur la transmission materno-fétale du sida, avec un des membres de la commission actuelle du conseil exécutif de Macron, qui s'appelle monsieur Denis Malvy. Et nous avions constaté que chez les femmes qui transmettaient le virus du sida à leurs enfants, il y avait une relation directe avec les germes intracellulaires qui colonisaient leur endocole. Donc voilà, lorsqu'il y a eu cet orage cytokinique qui a été décrit donc, en mars 2020, j'ai de suite pensé à cette hypothèse de co-infection, donc, qui nous montrait que lorsque le virus attaquait certaines personnes, il ne donnait rien, une petite grippe, et d'autres personnes, il donnait des complications très graves avec des syndromes de détresse respiratoire. Et c'est là où on a émis l'hypothèse, dès le début, donc on a publié dans Quotidien du médecin, dans des publications internationales, avec des gens qui travaillaient à l'OMS, et avec mon fils qui est pneumologue et qui est responsable de l'unité Covid à Marseille. On s'est orienté en premier lieu sur les co-infections de germes qui étaient pulmonaires, donc Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Légionnelle, tout ça. Et c'est que par la suite qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être d'autres germes qui pouvaient être des cofacteurs et donner cet orage cytokinique. Avec qui travaillez-vous ? Alors, au début, j'ai travaillé bien entendu avec les personnes de l'IHU, mais j'appelle travailler, c'est-à-dire correspondre. Hein. J'étais pas dans une activité de recherche pratique à l'IHU, mais on avait des relations directes, notamment avec le professeur Trancourt, avec qui on avait travaillé ensemble depuis longtemps. Didier Raoult était beaucoup plus occupé, lui, parce qu'il a créé un peu une polémique avec l'hydroxychloroquine, qui, à notre avis, n'était pas l'élément essentiel du traitement. Et lorsqu'il a dit nous avons de très bons résultats lorsqu'on traite hydroxychloroquine, azithromycine. Il a décrit une courbe qui s'appelle la courbe de Gautret, où on s'aperçoit que lorsqu'on donne l'antibiotique, c'est à ce moment-là qu'il y a une chute brutale de la charge virale chez les malades infectés. Donc, ça confirmait notre hypothèse d'activité de l'antibiotique sur des co-infectants. Et donc, suite à ça, en 26 mars 2020, il y a eu une interdiction de l'usage de l'hydroxychloroquine par les médecins de ville. Et donc, ces médecins de ville, qui eux avaient l'habitude de traiter les pneumopathies atypiques classiques avec azithromycine et zinc, ont continué à traiter sans hydroxychloroquine, mais avec azithromycine et zinc. Et ils ont eu d'excellents résultats. Donc, je me suis occupé à collecter toutes les données de ces médecins qui ne se connaissaient pas,
qui sont donc pas des complotistes, ni, comme le dit Olivier Véran, des marchands de soupe d'ortie ou des marchands de bonbons Haribo. Ces gens-là ont continué à soigner leurs malades. Et on a des exemples extraordinaires. On a l'exemple du docteur Giral à Arles, sur 1000 malades traités, aucun décès. On a l'exemple du docteur Branchereau, qui est un monsieur de 80 ans, qui a été décoré de la Légion d'honneur en 2021 par Macron, parce que c'était un monsieur qui partait au front, qui traitait ses malades, mais qui a déclaré, lui, moi j'ai traité azithromycine zinc et j'ai eu aucun décès. On a l'exemple de Madame Imbert, le docteur Imbert à Annecy, 830 malades traités, aucun décès. Donc on est arrivé comme ça à collecter 5000 patients, traités azithromycine zinc, ou alors des fois c'était un autre macrolide, c'était des fois la clarithromycine, d'autres fois l'érythromycine. Donc si vous voulez, on s'est dit, ça correspond bien à un rôle non seulement anti-inflammatoire de l'antibiotique, parce qu'on sait que ces antibiotiques sont anti-inflammatoires, mais aussi peut-être un rôle anti-infectieux qui décapiterait immédiatement le germe co-infectant et qui donc éviterait le passage de cette phase virale à cette phase inflammatoire. C'est la phase inflammatoire qui est la responsable de tous les décès, de toutes les complications. Et si on stoppe à la phase virale, on évite les formes graves. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le vaccin, mais sans avoir les inconvénients du vaccin. Inconvénients qui sont la création de variants, les effets secondaires, parce que nous pensons qu'il y a réellement des effets secondaires. C'est la première fois au monde que l'on demande à un organisme humain de synthétiser sa propre toxine. Si vous voulez, ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, vous mettez un virus ou une bactérie atténuée ou inactivée, et c'est l'organisme qui réagit contre la bactérie entière. Là, on vous envoie une fléchette dans vos cellules, et cette fléchette télécommande la synthèse d'une toxine, la protéine spike. Et on ne sait pas, en fonction des individus, ce que cette protéine va donner comme quantité de synthèse. Et suivant les gens, ça peut être très faible, parce que l'ARN messager est très labile, donc ça peut être très faible, ça peut être normal, comme ça peut être très important. Et c'est là où on peut avoir des effets secondaires gravissimes, mais qui ne sont jamais énoncés par les pouvoirs publics. Et il n'y a que les Américains qui ont le VAERS, qui est une instance de surveillance, où on voit qu'aux États-Unis, il y a 20 000 décès suite à la vaccination. Et nous, ce qu'on demande au ministère, c'est uniquement de faire des autopsies. Chaque fois qu'il y a un décès, de faire des autopsies et de voir s'il y a un lien direct, notamment dans les thromboses, dans les complications de la coagulation sur ces décès. Voilà pourquoi on est arrivé donc à être sûr qu'il y avait une co-infection, et avec cet effet de traitement antibiotique qui évite le passage à la phase inflammatoire. Pourquoi les scientifiques ne sont-ils jamais parvenus à parler d'une seule voix durant cette crise ? Alors, la raison est très simple, c'est qu'on est sur un traitement ambulatoire précoce. Donc, il faut que dans les 5 premiers jours, on décapite et on évite le passage à la phase inflammatoire. Si le malade passe à la phase inflammatoire, c'est à ce moment-là qu'il va à l'hôpital. Et donc, c'est à ce moment-là où le traitement ambulatoire précoce n'est plus fonctionnel, n'est plus efficace. Il faut d'autres traitements. Il faut des corticoïdes, il faut des anticoagulants, il faut d'autres traitements qui sont beaucoup plus lourds et qui traitent l'inflammation et non plus la décapitation du co-infectant. Et comme d'un côté, ce sont des médecins de ville, qui ne publie pas. Un médecin de ville ne fait pas de publication internationale dans les journaux, c'est pas son rôle. Lui, il observe, il traite, il observe. Et de l'autre côté, on avait des médecins hospitaliers qui recevaient les malades trop tard, qui donc étaient en phase inflammatoire, et qui, lorsqu'ils testaient ou l'hydroxychloroquine, ou l'azithromycine, ou les deux, ça ne marchait pas, puisque c'était trop tard. Donc il y a eu cette querelle entre l'élite médicale, tous ceux qui passent à la télévision, ce qu'on appelle les professeurs agrégés, et surtout ceux de réanimation qui passent à la télévision, où on voit les malades trop tard, et le fait de ne pas faire confiance aux médecins traitants, à qui même on a interdit de traiter. Vous savez qu'en 2020, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire, lorsque vous êtes malade, n'allez surtout pas voir votre médecin, prenez de Doliprane et attendez que ça s'aggrave. Si ça s'aggrave, vous allez à l'hôpital. Donc on a chanté totalement le tissu des médecins de ville, ce qui, à mon avis, a été dramatique dans les résultats.
d'après les Américains, d'après le professeur Harvey Hirsch, qui est donc un grand épidémiologiste américain, il dit, lui, que si on avait traité aux États-Unis tout le monde avec le traitement ambulatoire précoce, on aurait évité 700 000 morts aux États-Unis. Nous, on pense que si les autorités de santé avaient laissé les médecins prescrire azithromycine zinc ou hydroxychloroquine ou ivermectine, mais associé, avec tout associé. C'est comme dans le sida, on traite une trithérapie. Là, c'est une association, c'est pas une molécule isolée qu'on teste comme ça d'un côté ou d'un autre. Et si on est sûr qu'on aurait économisé à peu près 80 000 à 90 000 décès en France en 2020. Et surtout aussi, même aujourd'hui, les malades non vaccinés qui sont traités ne vont pas en réanimation. Vous n'avez en réanimation que des malades non vaccinés, non traités, ou alors des malades vaccinés qui se réinfectent et qui sont non traités aussi. Donc, dans les deux cas de figure, qu'on soit vacciné ou pas, nous pensons qu'il faut traiter. Et nous pensons d'autant plus qu'il faut traiter que je suis président, je ne vous l'ai pas dit, donc dans le début de la présentation. Aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Je suis porte-parole du collectif de médecins Azitro d'hospitalisation, c'est un jeu de mots, Azitro THRO, c'est comme azithromycine, mais on dit trop d'hospitalisation comme si effectivement on pense qu'il y a trop d'hospitalisation. Et ce collectif de médecins réunit une 50aine de médecins. Et de l'autre côté, je suis coprésident d'une association de malades Covid long. Et donc, on s'est aperçu que lorsqu'on traitait les malades dès le début, qu'on évitait le passage dans la phase inflammatoire, on évitait aussi la formation des formes chroniques, donc des malades Covid long. Et ça, c'est très important parce que même un malade vacciné qui fait une infection secondaire, une deuxième infection, peut développer aussi des Covid long. Le Covid long, c'est une forme de complication immunitaire avec création d'auto-anticorps qui est relativement complexe. 2 ans après l'apparition du virus, où en est la recherche ? Que faudrait-il faire pour agir efficacement ? Pour moi, les seuls vaccins qui sont sans danger, ce sont les vaccins à virus atténué ou à virus inactivé. On a eu le vaccin chinois, mais il a été refusé en Europe parce qu'on nous dit ils n'ont pas demandé l'autorisation. C'est pas vrai, c'est que Pfizer a fait le blackout de tous les autres. Et on a un vaccin français qui s'appelle le Valvena, qui a été donc mis au point en France et qui est maintenant repris en association avec une société autrichienne qui est en cours de validation. D'ici 1 mois, il devrait sortir. Mais on aurait dû, normalement, les pouvoirs publics auraient dû faire le forcing sur ces vaccins français à virus atténué. Donc la vaccination est utile. Nous ne sommes pas des anti-vax, nous sommes des vaccinaux prudents qui, disons, cette technique d'ARN messager où on fait fabriquer par l'organisme une toxine n'a pas été évaluée. C'est la première fois qu'on l'utilise sur le plan humain. Elle était évaluée dans le passé que sur les chevaux qui avaient la maladie, la fièvre jaune de West Nile aux États-Unis. Mais c'était une maladie mortelle, 50% des chevaux mouraient. Donc on peut admettre à ce moment-là qu'on utilise un vaccin, enfin c'est pas un vaccin, une immunothérapie risquée pour sauver des chevaux. Mais par exemple dans le cancer, on pense que c'est très utile l'ARN messager parce que les gens meurent. Donc quand les gens meurent tous, je suis d'accord. Mais lorsque les gens ne meurent pas, premièrement il aurait fallu appliquer cette vaccination coca grave, tant qu'on n'avait pas les vaccins à virus atténués. Et deuxièmement, le jour où on a les vaccins à virus atténués ou inactivés, il faut vacciner spécifiquement ces gens avec ce virus. Mais aussi à côté, utiliser le traitement ambulatoire précoce qui est complémentaire à la vaccination. Donc c'est avec les deux voies citées, traitement et vaccination, que on résoudra le problème. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les Pfizer qui a mis au point un antiviral en traitement ambulatoire précoce, justement pour éviter ce passage de la phase virale à la phase inflammatoire, qui s'appelle Paxlovid.
puisque celui de Merckx a été retoqué, c'était le Molnupiravir a été retoqué. Maintenant, il reste que le Paxlovid. Ce Paxlovid, malheureusement, coûte 700 € le traitement par rapport à 10 € à l'azithromycine zinc. Donc, si on veut continuer à ruiner l'économie française, n'écoutons que les gros laboratoires qui font des milliards de profits sur ces molécules, au lieu d'utiliser ce que préconisait le sociologue Edgar Morin dans son livre qui s'appelle La Voix, qui a été édité en 2011. Il préconise, il dit dessus, à la page 188, je crois, lorsque un médicament nouveau apparaît sur le marché, nous demandons ce qu'il soit testé par les pouvoirs publics et non pas par les gros laboratoires, et qu'il soit toujours testé en comparaison avec ce qui existe et qui est connu sur le marché. Et pas les molécules, ce qu'on appelle, ce que Didier Raoult a appelé les molécules de repositionnement. Et ça, nous souhaitons que lorsque le Paxlovid sera validé et testé en France, il soit testé par des essais de supériorité ou de non-infériorité par rapport au traitement ambulatoire précoce que tous les médecins français et étrangers ont validé et qui coûte beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus pratique. Donc, nous sommes persuadés que le ministère ne le fera pas, parce que s'il s'avère que, comme nous le pensons, le traitement ambulatoire précoce préconisé, azithromycine zinc, ivermectine, tout ça, se révèle aussi efficace ou plus efficace que le Paxlovid de Pfizer, ça sera reconnaître officiellement qu'on aurait pu l'utiliser depuis le début et non pas interdire les médecins, et que donc les autorités sanitaires sont responsables de 80% des décès alors qu'ils auraient pu être évités. Allez-vous comparer l'antiviral de Pfizer avec les molécules existantes ? Alors, sûrement, Didier Raoult, l'IHU va l'étudier. Y a pas... Mais comme on a essayé de faire passer Didier Raoult pour un charlatan, on est allé le chercher, vous vous rendez compte qu'on est allé chercher Didier Raoult sur le problème qu'il n'a pas mis de placebo. Or, un placebo, lorsqu'on utilise une pommade pour tester une pommade qui ne donne pas de mort, de danger, je veux bien qu'on dise on va tester des malades où on ne leur donne rien. Mais quand un traitement sauve les gens de la mort, il a été reconnu aujourd'hui pour les vaccins, pour tester les vaccins, de ne pas faire de placebo. Parce que les gens disent le vaccin sauve les gens. Donc, on n'a pas le droit de donner un placebo à quelqu'un qui risque d'être sauvé. C'est exactement ce que Didier Raoult a fait lorsqu'il a testé ses premiers essais. Il n'a pas fait de placebo, mais il a simplement dit, si on veut comparer mon traitement par rapport à la moyenne nationale, il n'y a qu'à comparer la létalité chez nous, qui est de 0,1%. Donc, c'est la létalité, c'est le nombre de morts par rapport au nombre d'infectés, qui est exactement la même que la nôtre chez les 5000 patients de notre groupe de médecins collectifs azithro d'hospitalisation, qui est de 0,1%, par rapport à la létalité nationale quand on donne du Doliprane, qui est de 2,3%. Donc on a 20 fois moins de morts lorsqu'on traite les malades en ambulatoire précoce pour éviter ce passage dans la... Mais ça, Didier Raoult va sûrement le faire, mais les seuls médecins qui peuvent faire cette comparaison, ce sont des médecins généralistes, les médecins de ville, les médecins de terrain. Il n'y a qu'eux qui voient les médecins les malades de façon précoce. Les hospitaliers, ils ne les voient pas, ils les voient trop tard. Donc, cet essai devrait être obligatoirement commandé par le ministère de la Santé ou par le ministère de la Recherche, parce que nous avons, alerté le ministère de la Recherche pour faire des essais de ce type-là. Malheureusement, ça ne bouge pas. Ils sont tous tétanisés par le pouvoir central, par le Conseil de défense et par le monarque républicain. Quel impact a eu la crise du Covid sur la façon de faire de la médecine ? De quoi cette crise a-t-elle été le révélateur ? Je crois que vous avez trouvé le mot, ça a été un révélateur. Moi, je vois la différence qu'il y a dans la formation des nouvelles générations, de mon fils, ma belle-fille, qui sont tous les deux, ma belle-fille est mono-appartenante au CHU à Timone. Ils ont l'habitude d'utiliser des protocoles. Et si vous voulez, la médecine n'a toujours évolué que dans l'observation. Autant un protocole sur une maladie établi, connu, etc., et quelque chose d'envisageable. Autant sur quelque chose de nouveau, on ne peut pas appliquer un protocole. Et là, ils ont géré la crise de façon administrative en donnant des mots d'ordre
au lieu de laisser les médecins libres de prescrire. D'ailleurs, il y a une association de médecins qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, qui a été créée par Mme Violaine Guérin, qui sont très nombreux aussi. Il y a des associations aussi qui ont contesté cette façon de faire de la médecine. Ça a été l'association Réinfo Covid. Et donc, tout ça, ce sont des milliers de médecins qui ont traité et qui ont constaté tous les mêmes résultats, c'est-à-dire la guérison des malades et le fait d'empêcher de les passer en réanimation ou à l'hôpital. Mais ces gens-là ont de suite été traités de complotistes, de charlatans et de ci et de ça, voilà. Donc, si vous voulez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, quand on a voulu tuer ces médecins, on dit que ce sont des charlatans, qu'il n'y a aucune preuve. Et ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a eu des essais organisés en milieu hospitalier, par des hospitaliers, donc de façon trop tardive, ça a toujours été commandité, soit par Merck, qui a dit que son ivermectine ne marchait pas, puisqu'ils essayaient de commercialiser le nouveau médicament à 700 €, le molnupiravir, et soit par pas Pfizer. En Californie, c'est Pfizer qui a, avec Bill Gates, qui ont orienté un essai sur l'azithromycine. Mais premièrement, ils l'ont donné seul. Ensuite, soit par Oxford, l'université d'Oxford, qui elle-même a mis au point le vaccin AstraZeneca, qui a dit que l'azithromycine ne marchait pas. Et chaque fois, les molécules étaient utilisées, soit trop tard, soit de façon isolé, c'est-à-dire en monothérapie et non pas en association, soit à des doses. Ça a été le cas qui était scandaleuse aux États-Unis, en Angleterre. Ils ont testé l'hydroxychloroquine à des doses 3 fois supérieures et ils ont dit, voilà, il y a des accidents. Sans parler du Lancet Gate, qui a été ce que Didier Raoult appelle des péniculés, qui sont des gens qui ont testé soi-disant dans 900 hôpitaux, et en réalité c'était une vaste fumisterie pour dézinguer, qui a été commanditée à mon avis par... Vous savez, quand on recherche le profit, mon expérience de la vie m'a appris qu'il y a certaines personnes qui sont capables de n'importe quoi. Et donc, autant, je veux dire, les gros laboratoires ont des fois une importance capitale dans la recherche, autant parfois ils sont dans des délires financiers et des recherches de profit excessives. Il n'y a qu'à voir ce que Pfizer, les milliards d'euros qu'a accumulé Pfizer en 2 ans pour comprendre que la vaccination pour tous, qui est une observation, parce qu'elle devrait être réservée uniquement aux cas à risque, et a engendré des profits monstrueux. Que faudrait-il faire pour rompre avec l'hystérie ambiante et apaiser les débats et rassurer ceux qui doutent encore ? Déjà, il faut bien préciser que on surnomme, comme on a surnommé les médecins qui traitaient de complotistes, de charlatans, etc., maintenant on surnomme tous les gens qui sont vaccinaux-prudents d'antivax. Je suis désolé, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont inquiets des conséquences de la vaccination avec le vaccin à ARN messager. C'est pas pour ça qu'ils sont anti-vax. Nous tous les médecins de notre groupe sont tous pro-vaccin, mais pas n'importe quel vaccin. Et deuxièmement, savoir qu'il faudrait, premièrement, bien différencier dans les non-vaccinés que tous ne sont pas des anti-vax, mais déjà des fois des vaccinaux prudents. Deuxièmement, qu'il faut respecter aussi le fait que quelqu'un puisse attendre un vaccin à virus atténué. Je cite mon exemple, personnellement, et les gens autour de moi. Moi, j'ai dit, nous, on attend le vaccin à virus atténué, ce qui est, à notre avis, quelque chose qui a été éprouvé dans la grippe, dans beaucoup de maladies, et donc, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Et en attendant, s'il nous arrive quelque chose, on se traite immédiatement. Et ce qui fait qu'autour de nous, personne n'est allé ni à l'hôpital, ni en réanimation. Ensuite, il faudrait faire ce que Edgar Morin dit, tester les nouvelles molécules par rapport à ce que les médecins ont constaté sur le terrain. Parce que le retour terrain, en politique comme en médecine, est très important. C'est le retour terrain qui fait orienter les choses. Mais c'est le débat aussi qui fait orienter les choses. C'est la confrontation de la thèse et de l'antithèse. Prenez aujourd'hui la télévision. Tous les gens qui sont, comme nous, vaccinaux-prudents et qui prenons le traitement ambulatoire précoce, sont interdits par le CSA prenez le professeur Perron, qui est un monsieur qui avait un niveau, je veux dire, c'était le consultant au niveau des ministères de la politique anti-infectieuse, Didier Raoult, nous, tous les gens qui prennent le traitement ambulatoire précoce sont
boycottés des télévisions, sont blacklistés, mais pareil pour les journaux. Alors on ne comprend pas, on pense qu'il y a ils ont créé la peur. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire à tout le monde que dès que vous allez être touché par le Covid, vous allez mourir. Et alors ils ont fait à la télévision, c'est passé, monsieur en réanimation, etc., etc. Et jamais une fois, il y a eu un débat avec thèse, antithèse, entre ceux qui préconisent le traitement précoce et ceux qui disaient il faut pas traiter. Moi je veux bien, s'il y a des arguments. Mais si c'est un médecin hospitalier, réanimateur, urgentiste à l'hôpital qui me dit il ne faut pas traiter, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je lui dirais, mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que vous traitez trop tard. Prenez le Paxlovid de Pfizer. Ils viennent de dire il faut le mettre dans les 5 premiers jours. Donc, il n'y a que les médecins généralistes qui peuvent le faire. Donc, pour à mon avis, enlever cette hystérie, il faut faire une comparaison avec les nouvelles molécules, avec le traitement que nous avons proposé. Il faut vacciner que les gens qui sont à risque et pas les autres, puisqu'on sait aujourd'hui que l'immunité acquise lors d'un contact avec le virus quand on n'est pas vacciné est bien meilleure que lorsqu'on a l'immunité acquise par le vaccin, puisque lorsque vous êtes vacciné avec un virus atténué ou par le virus lui-même, c'est-à-dire naturel, vous synthétiser des anticorps contre toutes les molécules du virus. Alors qu'avec l'ARN messager, vous ne synthétisez des anticorps que contre la protéine Spike, qui elle-même est l'élément qui mute le plus souvent dans les variants. Donc, si vous voulez, je pense que toutes ces orientations-là devraient circuler et devraient être débattues au moins. Parce que nous ne disons pas, nous avons raison. Nous, avec M. Montagnier, avec le professeur Montagnier, qui est quand même prix Nobel de médecine, nous pensons que les germes de co-infection sont une des causes responsables des cas graves. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les germes, en plus des germes pulmonaires, il y a des germes qu'on a dans la cavité buccale, qui sont des germes de parodontite. Vous savez, tous les malades qui ont des comorbidités, diabétiques, personnes âgées, hypertendues, obèses, ont tous des problèmes de parodontite. Parodontite, c'est une inflammation de la paroi dentaire et de l'os qui supporte les dents, avec des germes très agressifs, à tel point qu'ils arrivent à dégrader l'os sur lequel la dent est chaussée, et qui sont capables d'avoir des réactions inflammatoires violentes parce qu'ils ont ce qu'on appelle un lipopolysaccharide, LPS, qui joue un rôle de super antigène et donc qui crée ces orages cytokiniques. Et donc, notre théorie du germe de co-infection, qui est confirmée par des recherches chinoises, à l'hôpital, les Chinois ont constaté que les gens qui rentraient à l'hôpital, quand ils étaient co-infectés, ils avaient 20 fois plus de chances de mourir que les gens non co-infectés. Donc, si vous voulez, tout ça corrélé, nous pensons qu'il y a une voie, nous pensons qu'il faut en débattre, mais on ne peut avancer que lorsqu'il y a un échange de thèses, antithèses, et un échange écouté par l'ensemble des gens. Et aujourd'hui, on n'a qu'un monologue avec une pensée unique, une pensée thérapeutique unique, qui est « seul le vaccin va nous sortir de là ». Et même l'OMS a dit, mais attendez, ce n'est pas la vaccination et que la multiplication des doses ou des boosters, qu'on appelle des rappels, qui va nous sortir de là. Nous, on pense qu'il y a les deux, vaccination plus traitement ambulatoire précoce. Est-ce que cette querelle scientifique est une spécificité française ? Non, vous avez aux États-Unis, je vais vous citer le professeur Peter MacDonald, qui est un grand infectiologue, et qui le professeur Harvey Hirsch, le docteur Zelenko à New York, qui a soigné 6000 malades. Le docteur Brian Tyson en Californie, qui a soigné plus de 2000 malades qui ont un traitement ambulatoire précoce. Mais ils sont, comment je pourrais dire, minoritaires dans le débat médical, parce que ce sont des médecins de terrain très souvent, et qui n'ont pas de pouvoir par rapport à la hiérarchie médicale. La hiérarchie médicale a toujours été fondée sur la notion de mandarinat, avec une pyramide sur laquelle, en haut, vous trouvez les professeurs agrégés de médecine, qui font tous partie de l'Académie de médecine.
Et vous savez, à l'Académie de médecine... Et puis, il y a un autre facteur aussi qui a créé cette psychose. C'est que Didier Raoult a énormément de qualités professionnelles. Moi qui suis un de ses amis depuis il avait l'âge, je l'ai connu, il avait 12 ans, j'étais ami avec son grand frère. Et puis on s'est suivi tout le long de notre carrière. Il s'est marié avec une de mes amies, son premier mariage. Puis après, j'ai travaillé avec lui tout le temps. Et il est des fois, il a un petit défaut dans le comportement. Des fois, il est trop sûr de lui. Et il admet difficilement l'antithèse par rapport à sa thèse. Et malheureusement, ça lui joue des tours parce que dans ce cas-là, il avait raison sur le traitement, sur la bithérapie. Il s'est trompé sur la molécule, il pensait que c'était hydroxychloroquine. Nous, on pense qu'il s'est trompé sur la molécule. L'important, c'est qu'il a quand même ouvert la voie. C'est grâce à lui qu'on a ouvert cette voie. Et donc, il a attiré le rejet de tous les autres médecins, par la jalousie aussi, parce qu'il faut quand même voir que Didier Raoult a été le seul qui a eu un budget du grand emprunt, c'est Valérie Pécresse qui lui a donné, et donc qui a créé un outil extraordinaire. L'IHU, c'est une machine de guerre. Vous avez sur place la recherche, les malades, toutes les spécialités, c'est-à-dire des infectiologues, des virologues, des bactériologistes, des généticiens. Donc, si vous voulez, c'est une machine de guerre extraordinaire et ça rend jaloux beaucoup de gens. Vous savez, dans le milieu médical, moi je me suis aperçu que la jalousie, comme dans beaucoup d'autres milieux aussi, lorsque quelqu'un réussit brillamment comme a réussi Didier, moi j'ai été plusieurs fois aux États-Unis avec lui, je peux vous dire que les Américains sont très admiratifs devant Didier Raoult. Je veux dire, nul n'est prophète en son pays et plus vous ajoutez à ça des petits comportements qui sont épidermiques chez les autres médecins, vous avez la réaction suivante. Moi, quand j'ai téléphoné à l'Académie de médecine, ils m'ont dit, vous savez, un grand professeur de médecine, un immunologiste, qui me dit, vous savez, votre piste est très intéressante, mais vous parlez trop souvent de Didier Raoult. Voilà, si vous voulez, c'est ça, c'est le symptôme du rejet de Didier Raoult. Et on le voit, il y a des gens qui sont haineux quand ils parlent de lui. Il y a de la haine, de la méchanceté même. Quand on est allé l'accuser d'avoir essayé un traitement en début de maladie qui n'était pas reconnu. Mais attendez, il n'y avait aucun traitement qui était reconnu. Heureusement que lui a ouvert la piste. Et il a en plus de ça autour de lui une vingtaine d'agrégés que moi je connais personnellement, les Parola, Fournier, Lascola, Brouki, Drancourt, tous ces gens, c'est des gens remarquables, c'est des gens qui bossent sans arrêt. Il fait un staff tous les matins, ils lisent toutes les publications. Et face à ça, il y a des jaloux parce que la médecine française a été balkanisée. Aujourd'hui, vous avez des virologues qui sont très bons en virologie. Vous avez des bactériologistes qui sont très bons en bactériologie. Vous avez des immunologistes qui sont très bons en immunologie. Or, le processus infectieux et médical, la pathologie, est souvent un lien entre toutes ces pathologies. C'est pour ça que nous avions travaillé en vétérinaire avec des vétérinaires. Les vétérinaires connaissent très bien les co-infections virus-bactéries. Ils les connaissent. Mais inversement, il y a une étanchéité entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Prenez les dentistes. Les dentistes, c'est eux qui vous disent, mais chaque fois qu'un malade, actuellement depuis 2 ans, chaque fois qu'ils ont une parodontite, ils ont des formes graves. Donc, il y a cette étanchéité aussi entre la pathologie dentaire et la pathologie médicale. Et l'IHU a rassemblé, vous avez même un vétérinaire dans l'équipe de l'IHU. Donc, si vous voulez, l'IHU était le seul lieu où rassemblait toutes les compétences. Et ce que Didier Raoult dit, on devrait faire comme en Chine. Il paraît qu'en Chine, moi je ne suis jamais allé, mais il paraît qu'il y a 4 ou 5 IHU qui sont monstrueux. Et regardez les résultats. Combien il y a eu de morts en Chine ? Alors je dis bien que les techniques chinoises pour éradiquer les gens qui sont infectés ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Mais quand même. Puis aussi ce mépris vis-à-vis des médications anciennes, de la médecine chinoise. La médecine chinoise avait depuis 2500 ans, on soigne le palu en Chine avec une tisane d'artémisia. C'est une plante chinoise. Or, l'artémisia agit exactement comme l'hydroxychloroquine sur la pénétration du virus dans les cellules. Et vous avez en Afrique, vous avez à Madagascar, vous avez au Vietnam. Vous savez que l'artémisia a sauvé, c'est ce qui a permis au Viet Cong de gagner la guerre.
Parce qu'à un moment donné, en 1974, j'étais au Laos, on était à l'Institut Pasteur de Vientiane, et on est allé à la piste Ho Chi Minh dans le nord, et les Viet Cong qui montaient dans le nord chercher des armes en Chine, redescendaient, ils avaient tous le palu, ils mouraient du palu. Et Mao a dit à Ho Chi Minh, il a dit je vais t'envoyer la tisane d'Artémisia. Et c'est qui a sauvé tous les Viet Cong dans cette piste Ho Chi Minh, qui a permis aux Viet Cong de gagner la guerre contre les Américains et aussi de garder cet outil. Aujourd'hui, au Vietnam, il y a très peu de morts par rapport en France. Donc ce mépris vis-à-vis des molécules qui ont été expérimentées par nos anciens, et alors tout ce que l'industrie pharmaceutique souhaite, c'est tirer profit de ces observations des anciens, isoler la molécule et en faire un produit qui se vend très cher sur le marché, sans jamais rétrocéder quelconque royalty aux gens qui ont d'où sont issus. C'est comme ça a été vrai dans les coupes-fins vis-à-vis de certaines molécules chez les Indiens. Avez-vous l'impression que les autorités de santé et les autorités politiques ont tiré des leçons du chaos et des conflits apparus depuis le début de la pandémie ? De toute façon, la santé est un choix politique, puisque la situation des hôpitaux aujourd'hui, quand on rend les non-vaccinés responsables de la situation, alors qu'ils n'infectent pas plus les gens que les vaccinés, puisque aujourd'hui, il y a 90% de vaccinés, par rapport aux non-vaccinés. Et le virus Omicron n'a jamais autant circulé. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les non-vaccinés qui le font circuler. Mais donc, si on montre les non-vaccinés comme des boucs émissaires, c'est qu'on a envie de cacher quelque chose. On a envie de cacher deux choses. Premièrement, que les hôpitaux ont été, depuis 30 ans, gérés de façon catastrophique avec la T2A, qui est une gestion purement comptable de la santé. Et donc, on a fermé des lits. Et aujourd'hui, quand on dit « Ah, mais notre politique est basée sur le fait des entrées en réanimation ». Mais attendez, on n'a que 5 000 lits de rentrée en réanimation. Alors qu'en Allemagne, on en a 12 000. Et puis, tout l'hôpital aujourd'hui a été complètement galvaudé. Moi, je sais que pour moi, l'hôpital, c'était le meilleur outil de travail dans lequel j'ai travaillé 30 ans de ma vie. Et il est devenu administratif. Vous savez, quand j'étais président du syndicat national des praticiens de l'hôpital, j'avais proposé que le directeur de l'hôpital soit, comme dans les hôpitaux militaires, un médecin, pour mettre en priorité la médecine et non pas la gestion comptable. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont formés à l'école de Rennes, qui sont purement en gestion comptable, qui gèrent les hôpitaux. Donc, si vous voulez, effectivement, la santé est politique. Plus l'effet cliquet. Ce que j'appelle l'effet cliquet, ça a été décrit par Laurent Muccioli, qui est un chercheur directeur du CNRS, c'est que lorsqu'on fait une erreur, on poursuit dans le même sens parce qu'on ne peut pas faire retour en arrière. Là, ils ne peuvent pas faire retour en arrière. S'ils arrivent à reconnaître que le traitement ambulatoire précoce aurait pu sauver des vies, on est dans un scandale plus grave que le sang contaminé. Sans parler, comme je vous le disais tout à l'heure, des Covid longs, où là aussi, on a sur un plan économique une catastrophe vis-à-vis des gens qui ont des Covid longs, qui sont tout à fait impotents, qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à faire un effort. Et ces gens-là sont perdus sur la production économique. Donc, si vous voulez, le fait de ne pas avoir non plus évité ces Covid longs par le traitement ambulatoire précoce, donc ça, vis-à-vis des autorités de santé, il y a un effet cliquet qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Je vous dis, c'est pire que le sang contaminé. 80 000 morts qui auraient pu être évitées, ça n'a aucune comparaison avec les gens qui sont morts du sida avec le sang contaminé. Donc, ils ne peuvent pas le reconnaître. Et je pense que les autres politiques, malheureusement, n'ont pas assez de données. Et ils auraient pu se faire aider par l'IHU, par Didier Raoult, tout ça, mais ils sont tellement... Moi, j'ai vu des politiques. J'ai 2 amis qui se présentent au présidentiel, là. Dès que Didier Raoult est passé pour un charlatan, dès qu'on l'a dit, il a eu une plainte au Conseil de l'Ordre où il a été condamné avec un blâme.
surtout pour la raison pour laquelle il était condamné, le blâme, pour avoir essayé de soigner des malades. On est allé chercher des pouces sur la tête. Vous savez, quand vous faites des essais sur des molécules, on appelle ça un CPP, et lorsque vous traitez des malades, vous n'avez pas besoin de faire de CPP. Et on a dit qu'ils avaient traité des malades sans faire de CPP. Ils ont tout essayé, et des contrôles, des inspections, ils sont allés chercher, même Mediapart, que j'apprécie pourtant, Plenel, j'apprécie Plenel. Je ne sais pas pourquoi il est allé chercher 4 ou 5 personnes à l'IHU qui ont témoigné contre Didier Raoult. Mais attendez, sur 200 personnes, vous en trouvez toujours 4, surtout avec le caractère qu'a Didier Raoult, je veux dire, qui a ses qualités, mais aussi ses petits défauts. Donc, des gens qui ne sont pas contents, qui chercheront à lui mettre une peau de banane, vous en trouverez toujours. Donc, il y a et les candidats politiques à cette présidentielle n'ont pas les éléments pour nous, on a rencontré ces candidats à la présidentielle avec le professeur Perron. Eh ben, on sent qu'ils sont très, très, très prudents. Ils marchent sur des œufs. Ils ont peur d'avoir... On dit tellement, la seule voie issue, c'est le vaccin, qu'ils sont tétanisés dans la parole. Et pareil pour les journalistes. Sans parler, je vous dis, les journalistes, c'est le blackout complet. Je dis qu'un journaliste entend une phrase de quelqu'un qui dit mais comment vous êtes anti-vax ? Est-ce que cette situation va enfin connaître un terme ? Et peut-elle connaître un terme ? Alors, il est vrai que si, je cite un exemple, si Valérie Pécresse est élue, qui elle-même a créé l'IHU et a des relations très, très affectives avec Didier Raoult, je pense qu'effectivement, elle pourra ouvrir une enquête sur la gestion de la crise sanitaire et elle aura tout intérêt à montrer qu'il y a une... Par contre, si c'est Macron qui repasse, je pense qu'il n'est pas assez fou pour se mettre, non pas une balle dans le pied, mais une balle dans la tête, là, parce que c'est être responsable d'une telle crise. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que nous avons des SMS de Macron. Lorsque nous avons des médecins dans notre groupe qui ont contacté des anciens ministres, des ministres de Macron, nous avons des médecins dans notre groupe qui ont contacté Madame Macron, qui ont été en relation directe, permanente avec Madame Macron. Et Macron, à un moment donné, nous a envoyé un SMS à son ancien ministre qui nous l'a rebalancé. Donc on a ce SMS. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la piste du traitement ambulatoire précoce est une bonne piste, mais le système est opposé. Je suis ça de près. Je pense que lui, qui est un type qui a des neurones, je ne dis pas qu'il est intelligent, je dis qu'il a beaucoup de neurones, il est intuitif. Je pense qu'il a senti à un moment donné que c'est pour ça qu'il est allé à l'IHU de Marseille, alors que Véran ne s'est jamais déplacé, n'a jamais écouté même les idées inverses. Mais comme lui n'étant pas médecin, et ayant autour de lui sur un plan politique électoral, qui est une force extraordinaire, le milieu médical, parce que vous voyez 20 ou 30 électeurs par jour, et puis en plus ce sont des électeurs qui sont des gens qui sont dans une position d'infériorité par rapport à celui qui soigne. Donc il n'a pas osé aller plus loin sur cette piste, qui était une piste dangereuse. Je le reconnais, politiquement c'était une piste dangereuse. Mais c'est comme De Gaulle en 1940, Vous savez, et mon père et ma mère étaient français libres tous les deux, ils étaient condamnés à mort par contumace. C'est-à-dire que s'ils se faisaient attraper, ils étaient condamnés à mort. Donc c'était dangereux à cette époque-là aussi de dire on ne va pas accepter. Et Didier Raoult compare à un moment donné l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui avec l'atmosphère qu'il y avait en 40, avec les délations, avec on montre des gens du doigt, avec des recherches de boucs émissaires, avec tout ça. C'est pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est pas les juifs, ce sont les non-vaccinés. Demain, ce sera autre chose. On est des complotistes. Avant, en 40, les gens étaient des terroristes avant d'être des résistants. Ils ont été des résistants qu'en 45. Avant, ils étaient des terroristes. Donc, si vous voulez, il y a une atmosphère malsaine qui s'est créée. Et c'est en général l'atmosphère qui se crée quand les gens ont peur. Si vous voulez, la peur est toujours mauvaise conseillère. Devrons-nous vivre avec le Covid comme nous vivons déjà avec le virus de la grippe chaque hiver ? Mais totalement, c'est ce qui va arriver. Si vous voulez, il faut savoir qu'il y a déjà eu des coronavirus. La grippe ferroviaire, en 1889, a été une grippe qui a été qualifiée de grippe, mais ce n'est pas une grippe. En réalité, on sait aujourd'hui que c'était un coronavirus, le OC43, mais qui était d'autant plus toxique qui s'est combiné dans les trains avec les transports de bestiaux, des bovins, avec une zoonose bovine due à un mycoplasme, donc à ces petits germes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient donnés des pneumopathies, tout ça, à un mycoplasme mycoïdes, et c'est la somme des deux qui a donné cette épidémie. Et donc,
Après, cet OC43, aujourd'hui, il circule et il ne donne rien. Là, nous pensons que ce virus a été un virus qui a été créé. C'est pas que nous qui le pensons, puisque tous les mails de M. Fauci aux États-Unis qui ont été publiés il y a peu de temps ont illustré, parce que les Américains ont cette extraordinaire transparence, qu'ils arrivent à publier au bout d'un an ou deux, je crois, les mails des gens qui étaient responsables d'un secteur, donc le secteur santé. Et depuis 10 ans, les Américains travaillaient avec le laboratoire de Wuhan, qui a donc, et cette professeure chinoise qui le dirige, et en même temps que les Français, puis c'est les Français qui ont construit le laboratoire de Wuhan, puisque c'est M. Lévy, le mari de Mme Buzyn, qui était donc à l'origine de la construction. On pense qu'ils voulaient se servir, et c'est ce que M. Montagnier pense, ils voulaient se servir d'un coronavirus qui est un germe support bénin, pour mettre dedans une petite séquence d'un vaccin contre le palu ou contre le HIV. Et pour que ce coronavirus bénin, comme on se sert les adénovirus, aujourd'hui le vaccin AstraZeneca se sert d'un adénovirus pour transporter une information. Donc il voulait que ce virus, à mon avis, ait des gains de fonction. Ce qu'on appelle des gains de fonction, c'est qu'il soit capable de se greffer sur nos cellules beaucoup plus rapidement, sur ces récepteurs. C'est des récepteurs ACE2 qu'on a dans tout l'organisme. Et on pense qu'ils ont travaillé depuis 10 ans là-dessus, avec des gros financements américains. Et on pense pas que ce soit que pour l'armée, parce qu'il existe quand même des voies d'utilisation dans la recherche de la guerre bactériologique. Il faut pas dire que ça n'existe pas. Mais nous, on pense que c'est à but médical. Et donc, dans cette recherche, ils ont amélioré le gain de fonction de ce coronavirus en voulant qu'il se fixe. Et c'est comme ça que M. Montagnier a observé que la séquence il y avait une séquence qui correspondait exactement à ce que le virus HIV avait, la GP120, qui est la protéine de fixation du virus HIV, avait. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'aperçoit que dans le traitement de certaines maladies, les éparanesulfates qui étaient utilisés contre la GP120 du virus HIV sont aussi efficaces contre la protéine spike du virus coronavirus. Donc on pense que ce virus n'est pas du tout le pangolin. On pense que c'est une modification qui a échappé du labo, comme beaucoup de... Vous savez, un labo P4, malgré tout les précautions qu'on prend, il peut échapper, puis il peut muter, puis il peut se transformer. La preuve, c'est qu'après, il a beaucoup muté. Et comme en plus de ça, il infecte aussi les animaux, on a aujourd'hui un réservoir potentiel mais à terme, je pense que l'être humain, l'organisme, aura créé ses propres réponses à ce virus qui était donné des formes graves dans certains cas, comme il a donné des réponses au virus de la grippe suite à la grippe de 1918, ce qu'on appelait la grippe espagnole, mais qui n'était pas une grippe espagnole. Il y a parce que c'est les Espagnols chez qui on a les premiers décrits, mais qui était une grippe qui venait des États-Unis. On pense que il va y avoir une adaptation de l'organisme à notamment avec notre immunité cellulaire et l'immunité innée.